Mesdames, Messieurs, vous avez très bien fait de nous rejoindre sur le FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, ainsi que sur Afro Web TV. Nous sommes très heureux, très honorés de votre présence en ligne aujourd'hui pour ce numéro de votre émission Avis de la diaspora qui s'intéressera bien sûr au 36e sommet de l'Union africaine ainsi qu'à la Fédération du Burkina, du Mali et de la Guinée où la CEDEAO s'impose. Voilà donc le sommaire de ce numéro de votre émission que nous voudrons bien vous demander de partager avec les uns les autres. Nos invités sont déjà en place par Duplessis et nous honorent de leur présence en ligne et vous saurez très bien nous appeler également pour vos interventions sur le plus 1 319 462 89 119 numéro affiché à votre petit écran. Et bien sûr, pour participer, vous pouvez nous appeler tout au long également de cette émission. Vous aurez 2 minutes pour votre intervention. Pour ce numéro de notre émission Avis de la diaspora, nous avons l'insigne honneur d'avoir des hommes qui nous donnent de leur temps pour débattre des sujets très importants. Et il s'agira bien sûr du défenseur des droits de l'homme que nous recevons depuis Minneapolis et analyste politique, disons également activiste, Monsieur Léandre Apom, bonjour. Bonjour Moïse, bonjour chers Afro-Web spectateurs et bonjour au grand frère Gilles Normand. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour votre disponibilité. Également par Duplessis depuis New York, nous recevons Monsieur Gilles Normand, président de plusieurs associations ici aux États-Unis, analyste et membre de Patriotes Togo. Bonjour Monsieur Gilles Normand. Oui, bonjour Moïse, bonjour nos spectateurs, bonjour Monsieur Apo. Merci à vous d'être avec nous. Chers amis téléspectateurs, chers amis internautes, c'est le moment de lever le boucle et surtout également donc, de partager cette émission avec les uns les autres. C'est encore une fois un privilège pour moi de recevoir les invités de ce jour sur Afro Web TV. Nous entamons ainsi donc la première partie de votre émission en parlant donc du 36e sommet de l'Union africaine. 55 pays participent à ce sommet qui se tient à Addis Abeba ce jour et demain en présence de quelques 35 chefs d'État et de 4 chefs de gouvernement et de plus que la tradition l'exige, surtout pour l'organisation africaine. L'accélération de la zone de libre-échange continentale ainsi que la lutte contre le terrorisme et les violences armées au cours de ce sommet sont les thématiques retenues pour ce 36e sommet de l'Union africaine. Première question pour monsieur Léandre Apom. Quel est le bilan de l'Union africaine à ce jour, selon vous? Merci donc de me donner cette opportunité de parler de l'Union africaine. Et je dirais que Macky Sall, qui est en train de qui vient de finir son mandat de 12 mois, et ce mandat a été piétiné par la crise de la COVID-19 qui a affecté tous les pays, en tout cas toute la planète Terre. Et son mandat a été plus pour la lutte pour l'adhésion de l'Afrique au G20, ce qui a été une réussite pour lui et pour l'Union africaine. Cela a été également, son mandat a été jalonné également par les crises au niveau du Sahel, les crises au niveau de l'Est du Congo et également au niveau de l'Afrique de l'Ouest avec le Burkina, le Mali et la Guinée. Je dirais que c'est un bilan mitigé pour la simple raison que si nous prenons le cas du Covid-19, l'Afrique n'a pas vraiment été affectée, mais les exigences et les répressions et les mesures barrières ont été très draconiennes pour les peuples africains, ce qui a empêché les Africains de vaquer librement à leurs occupations. Et ça a également empêché donc, le libre-échange entre les pays, alors que ce sommet du 36e
Et ce sommet a pour thème principal donc la zone de libre-échange. Je dirais également que ça a été mitigé parce que la paix n'a pas été au rendez-vous, les crises un peu partout dans les pays, surtout la crise qui a repris surface au niveau de l'Est du Congo, et également le regain d'intérêt pour le panafricanisme qui a connu donc les coups d'État en Afrique de l'Ouest, à savoir le Mali, le Burkina et la Guinée. Donc le bilan est en gros mitigé, selon moi. Selon M. Léandre Apom, le bilan est mitigé. Bilan positif ou négatif, M. Gilles Norman? Merci Moïse de m'avoir donné l'opportunité. Tout d'abord, avant que je ne parle de l'Union africaine sur son bilan, il va falloir que, est-ce que l'Union africaine même a un chronogramme propre à lui-même? Parce que c'est vraiment important. Puisque tout ce que l'Union africaine met sur table ou bien essaie de travailler dessus, c'est des trucs qui sont dictés par l'Union européenne. Et l'Union européenne n'est pas sur le terrain pour pouvoir normalement, je crois que c'est à partir de là qu'on nous devons quand même essayer de voir le bilan. Est-ce que nous, les Africains, travaillent pour eux-mêmes, ou bien ils essaient de faire du mieux pour le peuple, ou bien ils font du travail pour les Européens qui ont leur intérêt sur notre territoire? C'est là, moi, je vais amener le débat. Et tout d'abord, quand on voit sur le plan, par exemple, mon frère Apom vient de parler du plan de la période de Covid, qui est dans la période de Macky Sall. Bon, qu'est-ce que les Africains même, eux, ont pu faire sur le plan de Covid? Ou bien on attendait plutôt que l'Union européenne dise ce qu'ils doivent faire. L'argent doit venir de là, les protections, les mesures à prendre, tout cela, ça doit venir de là. La preuve, nous avons vu comment est-ce que ça c'était Dieu merci que la Covid n'a pas atteint comme ça a atteint les États-Unis ou bien l'Europe. Ce n'était pas le cas en Afrique. Imaginons que c'était le cas. Imaginons que c'était le cas. Qu'est-ce que va devenir l'Afrique? Qu'est-ce que deviendra l'Afrique? C'est la question que nous devons poser. Non, moi, c'est pour dire que, bon, si nous allons parler du bilan de l'Union africaine, c'est vraiment, c'est toujours chaotique. C'est toujours chaotique depuis le début de sa création. Même chose comme la CEDEAO, c'est chaotique. Puisqu'ils ne sont pas là à faire un programme à eux-mêmes. Ils sont toujours dictés par les Occidentaux. Donc, moi, je ne pense pas que c'est le moment juste de parler d'un bilan. Ce serait toujours négatif. On n'aura jamais du bilan positif. Ça, c'est mon point de vue. Merci. On vient également de rappeler, M. Léandre Apom nous parlait à l'instant donc des thématiques aussi. Que vous inspire réellement cette thématique pour ce 36e sommet, M. Léandre Apom? Bon, moi, comme le grand frère l'a dit, c'est un peu compliqué parce que le thème principal, en tout cas, ce qui va préoccuper les chefs d'État dans ce 6e sommet, c'est la zone de libre-échange intercontinentale et mis en vigueur en 2021 et qui n'a pas connu la mise en œuvre à cause de la COVID-19. Et en plus de ça, les autres thèmes vont être abordés, c'est surtout le terrorisme dans le Sahel, l'immigration, la crise migratoire, la crise au niveau de l'Est du Congo, et puis surtout les coups d'État en Afrique. C'est les éléments clés qui voulaient donc ce 6e sommet. Je crois que le nouveau président le président comorien a de pain sur la planche si il veut vraiment travailler pour réduire la criminalité et l'extrémisme en Afrique, s'il veut travailler pour l'apaisement au niveau de l'Est du Congo, surtout la guerre entre le Congo et le Rwanda, s'il veut vraiment que l'Afrique s'apaise, il doit travailler pour lutter contre l'État en Afrique.
Donc, c'est beaucoup de sujets qui vont être mis en main donc, du président Kogombo. Ça va, je crois que ce va également, va travailler également sur la question de l'emploi des jeunes, parce que c'est surtout ça qui fait que les jeunes s'enroulent facilement dans les terroristes djihadistes que nous connaissons au Mali, au Burkina, nord du Togo en ce moment. Merci. Merci, monsieur Léandre Apom. Alors, pour cette thématique, est-ce que, comme vient de le dire monsieur Léandre Apom, le président comorien pourra relever ces défis aujourd'hui, vu que Macky Sall vient juste de terminer son mandat? Monsieur Gilles Normand. Merci, monsieur Moïse. Comme je viens de le dire tout à l'heure, une fois que l'Union africaine ne pourrait pas quand même revoir son, comment dirais-je, tous ces documents, surtout les règlements intérieurs, et modifier certaines choses là-dedans, je crois que l'Union africaine ne pourrait jamais relever des défis. C'est ce que je dis. C'est un programme dicté par les Européens, qui ne sait pas ce qui est en jeu au niveau de Rwanda et le Congo. Est-ce que les Africains ne le savent pas? Ils le savent très bien. Mais tout le monde joue derrière ces occidentaux qui les disent quoi faire, qu'est-ce qu'ils doivent, ne doivent pas faire. Et de même, dans tous ces membres, il y a des gens qui sont là pour pouvoir, par exemple, faire des transferts des armes par ces États, qui ne sont pas normalement dans ces règles. Mais on accepte tout ça là. C'est comme si, bon, on donne des cours sont des fois possible. Dans certains cas, dans d'autres cas, vous ne pouvez pas jouer ce jeu. Vous voyez, donc nous ne pouvons pas continuer à jouer l'aveugle, soit disant que nous fixons quelque chose en Afrique. Non, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça, moi, je dis, bon, il va falloir que tous ces États-là revoient régulièrement les règlements intérieurs. S'il y a vraiment des chefs d'État vraiment sensés à travailler et à sentir que, bon, ils sont plutôt des Africains, ils doivent travailler sur leur continent, ou bien revoir les documents qui doivent quand même régir l'intérêt du continent des Africains. C'est à eux maintenant de voir. Et d'ailleurs, jusqu'à présent, ils n'arrivent financièrement, ils n'arrivent même pas à financer leur propre organisation. C'est toujours ces mêmes Européens qui sont toujours derrière. Donc, il y a beaucoup de choses qu'ils doivent revoir. L'histoire de thématique, tout ça, là, ça n'arrivera pas tant que l'Africain même ne se réveille pas et dit non, enough, c'est enough. Vous voyez, ça ne peut pas aller. Ça, c'est mon point de vue. Sincèrement, il faut que nous disions les choses telles qu'elles sont. Vous voyez. Le problème est là. Revoir, oui, mais est-ce qu'il dispose des moyens pour relever ces défis? Monsieur Gilles, allez-y. Oui, et sinon, cette question-là revient souvent dans des critiques comme ça. Moi, je dis, bon, c'est une question d'organisation. Si les 16 Européens viennent chercher des richesses chez nous, et en même temps, ils disent qu'ils viennent nous donner des aides, vous ne voyez pas que c'est contradictoire? Comment est-ce qu'on ne peut pas financer nous-mêmes? On peut financer nous-mêmes nos organisations. Si nous sommes vraiment censés à travailler sincèrement, c'est tout. C'est très simple. C'est très simple. La question, on n'a pas besoin d'aller chercher du matin jusqu'au soir. C'est la solution à cela. C'est voilà. Et vous, monsieur Léandre Apom, pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Union africaine dispose des moyens face déjà à l'insécurité qui règne du côté donc du Sahel? Est-ce que l'Union africaine peut prendre des dispositions et aussi quelle sera la différence entre ce mandat, puisqu'on n'a pas tellement vu des différences entre le mandat donc de Félix Tshisekedi et puis celui donc de Macky Sall? Est-ce que le président comorien Azali Assoumani peut relever ces défis et quels sont les moyens dont il dispose pour y parvenir? Merci. Je crois que je partage l'avis de Gilles Normand parce que il faut d'abord travailler sur la charte de l'Union africaine. Et je crois que ça fait également l'objet de discussions lors de ce sommet. Et donc, ils vont réviser cette charte-là
Mais le problème dans tout ça, c'est la question de volonté politique. Si les chefs d'État ont une volonté politique, ils vont changer tout et il y aura de l'impact. C'est parce qu'il n'y a pas une volonté politique d'une part. Il n'y a pas le patriotisme qui est ressenti au niveau de ces chefs d'État africains. L'Afrique regorge des plus grandes ressources minières sur la terre. Comment comprendre que cette Afrique-là soit aussi pauvre et dépendre toujours des autres? C'est ça le drame. Donc, je pense que s'ils veulent, ils peuvent le faire. Il suffirait juste qu'ils se décident au cours de ce sommet-là que nous allons changer les choses et ils vont le faire parce qu'ils ont les moyens. Azali Assoumani, il suffit qu'il crée une coordination solide autour de lui qui va négocier avec les autres États, qui va voir le Rwanda, qui va voir le Congo, qui va voir le Togo, qui va voir le Bénin, le Mali, et qui discutent de la nécessité de s'organiser par eux-mêmes et de mettre des ressources à leur disposition. Vous voyez, je donne un exemple. Avec le Covid, nous avons vu que le rapport de la Cour des comptes a montré que des gens ont utilisé des milliards pour des choses qui n'ont pas rapport avec la COVID-19. Ça veut dire qu'il y a de l'argent et que chaque État, si le président comorien Azali Assoumani demande par exemple que chaque pays cotise par an, ou je ne sais pas si c'est par trimestre, par semestre ou par an, au moins 10 milliards par pays pour soutenir l'Union africaine, ils le feraient. Ils peuvent le faire. Il suffirait de prendre 10 milliards de Covid-19, chaque pays prenne 10 milliards de Covid-19 et on aura au moins 540 milliards pour l'Union africaine. C'est simple, c'est facile à faire. Mais pourquoi ils ne le font pas? Un, parce qu'ils n'ont pas cette volonté politique. Et de deux, parce qu'ils ont vendu l'Afrique aux Occidentaux. Et donc les Occidentaux gouvernent l'Afrique à travers donc ces chefs d'État-là. Et c'est ça qui est le drame. Donc je pense qu'ils ont les moyens de leur politique. Et on dit souvent, quand tu n'as pas les moyens de ta politique, il faut utiliser donc la politique de tes moyens. Et ils ne le font pas. Et ils ne le font pas. Alors, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a tenu sa réunion consacrée à l'examen de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, vous venez d'en parler, dirigée par le président sud-africain Cyril Ramaphosa. Cette réunion a donné également le tour à tour la parole au président Lourenço de l'Angola en sa qualité de médiateur désigné par l'Union africaine dans le conflit entre le RDC et le Rwanda, et au président Félix Tshisekedi ainsi qu'au président en exercice de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest, Monsieur Gilles Normand. Trouveront-ils solution à travers donc ce 36e sommet de l'Union africaine lorsqu'ils sont en train de faire ces genres de réunions, selon vous? Non, monsieur Moïse, je serai toujours négatif à telle réponse. Ce ne serait pas possible. Et sachant déjà que, bon, nous venons de parler de la charte de l'Union africaine, tout ça là. Bon, c'est aussi un point dans cette charte. Est-ce que les Africains qui font, bon, les guerres qu'ils font là, est-ce que ces armes sont légalement achetées ou bien c'est transféré par quelqu'un derrière pour pouvoir contredire le gouvernement ou bien l'autre État? Voilà, c'est des trucs comme... L'Afrique ne fabrique pas des armes. Pourquoi les armes sont plus utilisées en Afrique? C'est des questions plutôt que nous devons nous poser. Pourquoi ces armes sont plus utilisées en Afrique que là où on les fabrique? C'est pour ça que je dis non. Il faut que les Africains se réveillent et poser certaines questions, qui sont des questions terre à terre, et trouver des solutions. Mais si on n'arrive même pas à trouver à poser ces questions, ou bien à trouver des solutions à ces petits trucs, comment est-ce que nous pouvons avancer et chercher la paix? On veut la paix. Quelle paix vous voulez? Vous achetez les armes, ou bien on vous fournit des armes gratuitement, et vous vous dites que vous cherchez la paix? C'est contradictoire. C'est contradictoire. Il y a un petit problème de connexion du côté donc de Monsieur Gilles Normand. Monsieur Gilles Normand, vous nous écoutez. Alors, monsieur,
Monsieur Léandre Apom, est-ce que vous êtes avec nous? Je pense que du côté donc des téléspectateurs aussi, si vous nous écoutez très bien, faites-nous savoir. Vous êtes sur Afro Web TV et je pense que Monsieur Gilles Norman est très bien revenu. Il y avait un petit problème de connexion entre-temps et merci à vous tous qui nous suivez. La ligne est maintenant ouverte sur le +1 319 462 89 119. Je vais permettre à Monsieur Gilles Normand donc de terminer son intervention. Allez-y. Oui, vous m'excusez, je ne sais pas à quel niveau il y a eu l'interruption Bon, de toutes les façons, je disais que bon, tant que les Africains même ne vont pas poser des questions, ces questions, pourquoi nous utilisons des armes alors que nous ne fabriquons pas des armes chez nous? On utilise plus des armes en Afrique que dans le monde entier. Si on fait vraiment des statistiques. Mais pourquoi? C'est contradictoire. Ce genre de trucs, nous ne devons pas poser la question du matin jusqu'au soir pour pouvoir avoir la réponse ou bien des solutions à cela. Je crois qu'au lieu de venir faire des sommets, soit disant qu'on veut la paix, plutôt parlons des arrestations, ou bien des interdictions, des transferts de ces armes illicites qui rentrent, qui rentrent au pays, hein, pour faire face au gouvernement, ou bien pour faire face à l'autre État, créer des groupes. Les terroristes dont nous parlons, les djihadistes, tout ça là où on parle aujourd'hui de chez nous, c'est fabriqué comment? Est-ce qu'ils ont des armes auparavant? Ou bien des armes sont venues de quelque part pour pouvoir maintenant former ces terroristes? Mais c'est des petites questions. On n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Cherchons à trouver des solutions à cela. Et maintenant, l'Union africaine pourra quand même faire face à d'autres choses qui sont des trucs plus terre à terre du problème du pays africain. Vous voyez que des trucs en parlant de guerres, tout ça là, c'est des réponses qui doivent avoir depuis. Ils savent c'est des réponses à cela, mais ils ne veulent pas le faire, c'est parce qu'ils n'ont pas la conscience tranquille. Ils sont aussi téléguidés par des Européens. Vous voyez, c'est ça. Donc, je ne vois pas. À mon point de vue, je ne vois pas. Voilà. Vous êtes au bon endroit pour discuter des thématiques qui vous intéressent sur l'Afrique et chaque samedi nous vous donnons rendez-vous et nous sommes avec Monsieur Léandre Apom, défenseur des droits de l'homme et activiste politique, et Monsieur Gilles Normand, analyste, président de plusieurs associations et membre de Patriotes. Alors, concernant toujours le cas Rwanda, RDC, est-ce qu'ils peuvent avoir des correctifs indispensables à mettre en place pour en assurer au fait la pleine exécution de ce qu'ils diront au cours de cette réunion? Monsieur Léandre Apom. Oui, c'est un sujet très épineux, la question de la guerre entre le Rwanda et le Congo. C'est vraiment très épineux. Et je crois que le pape lui-même, quand il est arrivé au Congo, il a tenu un discours dans ce sens. Il a demandé qu'on laisse le Congo tranquille et qu'on laisse les Congolais gérer leur propre pays et qu'il n'y ait pas d'interférence. Donc, c'est pour dire que le sujet est hautement sensible. Et le Rwanda travaille avec les États-Unis. Les États-Unis ont besoin donc des ressources minières du Congo. Il faut donc une base arrière. Et la base arrière, c'est le Rwanda qui donc en profite aussi. Et je crois que pour régler ce problème, il va falloir que l'Union africaine plutôt intervienne, agisse. Parce que au Congo seul, la guerre, cette démarche va être une démarche désespérée et nous allons encore revenir l'année prochaine sans que aucune solution n'ait été trouvée. Donc, je crois qu'il faut une volonté politique toujours, comme je l'ai dit, de la part des chefs d'État. Il faut qu'il y ait un cadre de discussion entre le Rwanda et le Congo et peut-être également que le médiateur angolais puisse, je ne sais pas, initier d'autres stratégies et identifier d'autres pairs. C'est-à-dire que pour régler un conflit, il faut dresser un tableau. Le tableau qui va consister à mettre dans un cadre les acteurs qui soutiennent le Rwanda, dans un autre cadre les acteurs qui soutiennent le Congo, et donc identifier également les acteurs
qui sont favorables à la guerre, les acteurs qui ne sont pas favorables à cette guerre-là, et pouvoir maintenant créer un cadre de communication entre ces différentes parties prenantes. Parce qu'il y a dans une guerre les tenants et les aboutissants, ceux qui profitent de la guerre. Donc les tenants, ce sont certainement ceux qui profitent de la guerre. Les aboutissants, ce sont ceux-là qui sont sur le terrain, ceux-là qui agissent pour que la guerre perdure. Maintenant, qui sont ceux-là qui sont contre cette guerre? Il faut pouvoir également les identifier. Et c'est normalement le travail que le médiateur doit faire en collaboration avec Azali Assoumani, qui prend les rênes de l'Union africaine, et créer une commission en place qui va étudier la question, qui va rencontrer le Rwanda, qui va rencontrer ceux qui soutiennent également le Rwanda, des pays africains qui soutiennent le Rwanda, parce qu'il y a également d'autres pays qui bénéficient de cette manne congolaise à partir du Rwanda. Donc, arriver à mettre en place ce cadre de concertation et de discussion qui va petit à petit apaiser les esprits, parce que le Rwanda également y gagne. Il faudrait négocier avec le Rwanda pour qu'il puisse, pour que ses intérêts également soient garantis, parce que c'est toujours une question d'intérêt. Et donc, si on arrive à garantir les intérêts du Rwanda, je crois que cette guerre va également s'arrêter. C'est la feuille de route peut-être que je propose donc au nouveau président de l'Union africaine, Azali Assoumani, et également aux médiateurs, ainsi que ceux-là qui vont représenter le G20 dans les prochains jours. Alors, parlant de guerre, il y a également la guerre en Ukraine et ses conséquences qui ont fragilisé les économies africaines. Alors, ce sommet veut relancer le plan de développement africain. L'objectif, une croissance commune et harmonieuse pour l'ensemble du continent à l'horizon 2063. Vos réactions, Monsieur Gelnormand? Je crois que nous n'avions pas encore, surtout l'Union africaine, mais l'Africain n'est pas encore à ce niveau, c'est-à-dire avoir une ambition de l'année 60. Parce qu'il faut voir les choses de terre à terre. Nous avons beaucoup de problèmes. On est vraiment en retard sur le monde. Nous croyons que nous nous éveillons, mais on est toujours en retard. Tout à l'heure, nous parlons de Rwanda et de Congo. Mais est-ce que les Africains ne savent pas le problème réel? Ils le savent tous. Le Rwanda, déjà, est-ce que c'est la guerre qu'ils font contre le Congo? Est-ce que c'est contre un État hors de l'Afrique? Non. Et donc, normalement, la question qui doit se poser, qui est le plus bénéficiaire de cette guerre? C'est l'extérieur. C'est l'extérieur. Si vous détruisez votre propre maison pour pouvoir faire satisfaire quelqu'un d'autre qui n'est même pas de votre famille, vous ne voyez pas que c'est ridicule, c'est contradictoire, c'est vraiment, c'est moribond. Donc, c'est des trucs comme ça que moi je voulais il faut que nos chefs d'État, je ne sais pas si dès qu'on sont nommés, ils deviennent plus fragiles, je ne sais pas, ou bien ils perdent de mémoire, ou perdent de leur intelligence, je ne sais pas. C'est des questions qui doivent normalement se poser. Quand on devient un chef d'État, on devient un chef d'une institution, de l'Union, vous devez poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir contribuer au bon sens de cette institution? C'est la question que devait se poser. Mais ils sont là, on attend. Vous voyez déjà, quand vous allez au fond, si vous allez réellement au fond, par exemple, de l'Union africaine, vous allez voir, il y a des conseils qui sont des conseils qui sont des Belges, qui sont des Français. Comment est-ce qu'on peut avoir une institution africaine et les conseils les plus écoutés doivent être des étrangers? Hein? C'est des questions qu'on doit se poser. Aujourd'hui, nous parlons d'avoir une ambition sur les 2060. Alors que 2010, 2015, 2020, on ne voit rien. 2020, 2025 qui va venir bientôt, on ne pense pas à cela, on voulait passer à 2060. Mais on ne peut pas, on n'allons pas trop loin. Il faut aller étape par étape. Jusqu'à présent, qu'est-ce que nous on fait de plus? Déjà, les 3 pays qui sont exclus à l'invitation des États-Unis, est-ce que ces chefs d'État qui sont arrivés ici, est-ce qu'ils ont posé la question? Pourquoi ces 3 chefs d'État ou ces 3 États ont été exclus?
n'ont pas posé cette question. Et comment est-ce que vous voulez parler en 2060 si vous n'êtes pas encore unis vous-même? Voilà. Donc, moi, je ne vois pas l'union ou bien le ticket de 2060 ou bien l'ambition de 2060 et au niveau des pays africains. Je ne vois pas encore. Commençons quelque chose et on va voir ce que ça va donner avant d'élargir, avoir une ambition plus élargie à 2060. Voilà. Ça doit se faire sentir aujourd'hui. Ouais. Ça doit se faire sentir aujourd'hui. Si ça ne se fait pas sentir, moi, je ne vois pas à quel niveau nous parlons pas sans réagir. Voilà. Chers invités, vous allez me permettre de faire cette première digression par rapport au sujet de l'Union africaine. On sait que c'est la fin donc du mandat de Macky Sall. On ne peut pas faire également cette émission sans parler bien sûr donc de l'actualité au Sénégal où on sait que il y a de cela quelques jours, disons 24 heures, où son opposant juré s'est vu casser les vitres de sa voiture alors qu'il allait chez lui à la maison. Monsieur Léandre Apom, aujourd'hui, est-ce que en tombant par exemple de cette manière de la part de Macky Sall, où on voit qu'il est à la fin donc de son mandat au niveau de l'Union africaine, est-ce que ça donne en fait la possibilité à son opposant donc de le renverser aux élections prochaines? C'est toujours ça le drame de l'Afrique. Il est en train de chercher les voies et moyens pour se représenter à un troisième mandat. Et je crois que c'est là qu'il va avoir de problèmes parce que Abdoulaye Wade avait voulu non pas aller au troisième mandat, mais positionner son fils. Et ce que ça a donné, c'est le balai citoyen qui est venu les balayer, tout simplement. Donc, et je crois, non, c'est pas balai citoyen, mais c'est Yanama qui est venu les balayer, qui est venu balayer le projet malsain de Abdoulaye Wade. Alors, Macky Sall est en train de trouver d'autres stratégies, éliminer son opposant juré pour pouvoir avoir les coudées franches, le boulevard pour un troisième mandat. C'est ça, en fait, ce qu'il est en train de faire. Sinon, qu'est-ce qui gêne Macky Sall en rendant la vie compliquée à Ousmane Sonko? Parce que si la démocratie est active au Sénégal, alors l'opposant Ousmane Sonko a droit d'aller et venir dans son pays et organiser des manifestations selon la constitution du Sénégal. Je ne vois pas l'intérêt pour Macky Sall de le brutaliser à ce point. Et nous sommes au 21e siècle. Et ça se passe toujours en Afrique. La brutalité politique, ça me renvoie en 2020 quand, au lendemain donc, de la proclamation des élections présidentielles au Togo, que des militaires cagoulés, lourdement armés, soient allés casser la maison du président Agbeyome. C'est courant, et en Afrique francophone surtout. Et c'est bien dommage. C'est ce que Macky Sall est en train de faire, afin donc de fragiliser Ousmane Sonko et d'avoir les coups de franche pour reprendre le fauteuil pour un troisième mandat. Alors, monsieur Léandre Apom, est-ce que c'est le même cas d'espèce? Oui, c'est le même cas d'espèce dans la pratique. Je parle de la pratique, c'est-à-dire la brutalité policière, la brutalité militaire. C'est-à-dire qu'on va brutaliser un opposant qui se rend tranquillement chez lui à la maison. On va casser les vitres de sa voiture et on l'extrait de la voiture, alors qu'il n'est même pas en train de décongestionner la voie. Il n'est pas en train de, comment je vais dire, je dis décongestionner, il n'est pas en train de causer un trouble à l'ordre public. Non. Voilà. Et on va le violenter, on va casser sa voiture, le brutaliser. Ce sont les militaires qui l'ont fait. C'est le parallèle que je fais avec, je ne parle pas des élections en soi au Togo, mais je parle de la brutalité que les militaires ont utilisée pour défoncer la maison de l'autre candidat à ces élections. Je parle de Agbeyou, mais donc c'est le parallèle que je fais par la brutalité utilisée pour fragiliser l'opposition en Afrique. Alors,
Monsieur Gilles Normand, Macky Sall n'est plus président de l'Union africaine. Et est-ce que ça donne la chance à Ousmane Sonko de rempiler ou de se présenter à l'élection à venir, sachant qu'il a des problèmes avec la justice sénégalaise? Tout d'abord, je ne pense pas que la constitution de Sénégal interdise que si tu as, bon, par exemple, tu as un problème avec la justice et que tu ne pourrais pas être candidat. Tout d'abord, il faut voir le cas de procès qui est contre Sankoum. Et c'est le cas. Et puis de deux, bon, quand tu vois globalement le problème du Sénégal avec Macky Sall, je crois qu'ils sont en train de s'habiller, de donner la veste obligatoire à son opposant pour pouvoir être éliminé de, de sa candidature. Vous voyez, c'est ça. Mais c'est seulement dommage pour l'Afrique que jusqu'à présent, des choses de ce genre se passent encore en Afrique. Et que c'est triste, c'est honteux. Tout d'abord, Macky Sall, la plupart de ces gens qui se disent qu'ils sont des chefs d'État, soi-disant des professeurs, sont tout d'abord soi-disant des professeurs. Un professeur qui normalement devrait nous plutôt éduquer, bon je peux dire éduquer la population d'une autre manière. C'est ces gens-là qui deviennent plus et vraiment violents hein, sur le plan politique pour pouvoir conserver le pouvoir. Alors que vous savez très bien, pertinemment, que la Constitution n'a pas donné 3 mandats, c'est 2 mandats. Pourquoi vous voulez aller au-delà de 2 mandats, au 3e mandat, 4e mandat? Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut dire un professeur qui fasse des trucs de ce genre hein? Donc, moi, c'est vraiment honteux pour l'Afrique. En 2023, il y a ce genre de trucs qui se passent encore en Afrique. Et Dieu merci, ben, je suis de toute façon, j'en suis sûr que les Sénégalais ne vont pas laisser faire. Ils ne vont pas laisser tomber, ils ne vont pas laisser faire. Et sans que le Macky Sall ne résigne sur son projet et sa projet candidature. Alors, nous sommes sur la dernière ligne droite concernant cette première thématique où on s'aperçoit qu'il y avait eu un petit problème où on voit la diplomatie israélienne s'extirper ou qui a dénoncé également cette expulsion, donc accusant l'Iran d'être derrière cette grave mesure avec la complicité de l'Algérie et de l'Afrique du Sud selon le ministère israélien des Affaires étrangères. On l'a vu également être expulsé au niveau donc de l'Assemblée de l'Union africaine. C'est vrai qu'on ne peut pas faire cette émission sans en parler, mais je veux vous demander, poser cette dernière question concernant cette première thématique de ce jour. Monsieur Léandre Apom, aujourd'hui, quand on voit des pays être expulsés à l'Union africaine, est-ce que ça sent bon, en fait, de manière courante? Et votre mot de fin pour cette première partie? Oui, je crois que pour participer à une session ou à un sommet de l'Union africaine, il y a des conditions, il y a des procédures à respecter. Et donc, si tu ne respectes pas ces procédures et ces conditions, quel que soit le type d'État que tu es, je crois que tu n'as pas droit, tu n'as pas de siège. Parce que le sommet de l'Union africaine ne commence pas par aujourd'hui. Et ce 18 et 19, ça commence depuis bien des semaines. Il y a des conseils de haut niveau, des commissions qui travaillent sur les différents sujets avant le sommet même. Donc, la session de l'Union africaine commence au moins 3 semaines à l'avance avec les rencontres des ministères des Affaires étrangères, le ministère, selon les sujets, les ministères des armées, les ministères de l'agriculture, du développement, qui font le bilan africain de l'année et c'est à la fin de ces rencontres-là que le sommet a lieu. En fait, le sommet proprement dit, c'est le résumé des travaux en commission qui ont été faits durant les 3 ou 4 semaines avant donc le jour J. Le jour J, en fait, c'est les débats généraux sur les différents sujets et les résolutions et les communiqués. Et donc, la relecture donc, de la charte. Maintenant, si vous ne respectez pas les conditions,
vous serez automatiquement expulsé. Et ça, ce n'est pas normalement un débat à faire, même si c'est l'Israël qui est expulsé, parce que d'abord, l'Israël n'est pas membre de l'Union africaine, et d'autres pays également qui ont demandé de bénéficier du titre d'observateur de l'Union africaine. S'ils ne respectent pas les conditions, ils vont être expulsés. C'était comme le Maroc pour la CEDEAO, qui demandait être membre de la CEDEAO, alors que la CEDEAO, c'est une organisation des pays de l'Afrique de l'Ouest, alors que le Maroc est au nord. Le Maroc n'a donc finalement bénéficié que, pour l'instant, du statut d'observateur et non pas de membre permanent ou de membre à titre définitif de la CEDEAO. Donc, c'est un peu ce qui se passe et malheureusement, d'autres pays veulent s'ingérer dans cette union-là à laquelle ils n'appartiennent pas. Merci, ce sera votre mot de fin pour cette première partie. Monsieur Gilles Norman, qu'en dites-vous et votre mot de fin pour cette première partie? Comme M. Léandre vient de le dire, bon, juste, je voulais ajouter certaines choses, comme je le disais auparavant. Il va falloir que, quand on appelle chat, c'est un chat. Je ne vois pas pourquoi l'Union, par exemple, l'Union africaine peut céder ou bien ouvre sa porte, par exemple, à l'Israël, qui d'ailleurs n'accepte jamais que c'est un État africain. Pour certains cas, ils sont des Africains. Pour d'autres cas, ils ne sont pas des Africains. C'est contradictoire des trucs d'accepter des trucs comme ça. Ou vous faites partie ou bien vous ne faites pas partie. L'Union, tout le monde sait que les Israéliens, quand ils sont quelque part, ils travaillent pour quelqu'un, pour un État, qui sont les Américains. C'est pour piétiner certaines choses, ou bien ils sont là pour. Ils sont délégués par des Américains pour pouvoir mettre des trous partout. Donc, il faut qu'on sache certaines choses, des choses comme ça. Vous ne devez pas accepter. Si vous acceptez des trucs comme ça, c'est ça donne toujours c'est de brouillon. Moi, je ne sais pas où on va. Pourquoi on perd le temps dans des trucs comme ça, en disant qu'on fait des sommets, alors que nous sachons très bien que ces sommets ne vont pas aboutir réellement à des décrets ou bien des actes qui doivent sortir. La preuve, je dis cela et j'assume ma responsabilité. Moi, j'ai plusieurs fois été au niveau des Nations Unies ici même. Ça se passe, c'est la même chose. Comment les chefs d'État, les pays envoient des documents qui ne passent pas réellement dans des circuits ordinaires, qui atteignent au niveau, à certains niveaux, ou bien certains secrétariats qu'on doit quand même en même temps imposer avec des enveloppes sous les documents. Et on affiche, à la dernière minute, on fait des décrets ou bien on sort des documents finaux, on voit que il y a certains trucs qui sont sortis et certains membres ne sont même pas au courant. Certains États ne sont même pas au courant au début. Donc comment ça se fait? On a compris que c'est des arrangements qui se passent dans les couloirs. Donc c'est des trucs comme ça, pour moi, je ne vois pas, il n'y a pas de sincérité dans tout ça. Donc moi, tout ce que nous disons, soit disant des institutions de l'Union européenne et Afrique, surtout au niveau des Afriques, ça ne marche pas réellement. Même au niveau de l'Union européenne, on voit que maintenant l'Union européenne est en train de se fondre. Parce que tout ça, c'est juste pour des intérêts de chaque pays. Donc, il n'y a pas de sincérité. Ça ne marchera pas. Merci à vous d'être avec nous dans notre émission à vie de la diaspora. Nous sommes à la fin de cette première partie. Nous allons faire juste une pause de 30 secondes et revenir juste après. Restez toujours connectés. On se retrouve juste derrière. Voulez-vous sponsoriser l'une de nos émissions sur AfroWeb TV ou contribuer à l'évolution de la chaîne de la diaspora africaine AfroWeb TV? Contactez-nous sur